Au sommaire de cette édition, des investisseurs indiens soutiennent la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le groupe WAPCOS compte investir plus de 200 millions de dollars dans le secteur agricole. Ces investisseurs ont été reçus ce matin par le président de la République. Lancement des opérations de déguerpissement des emprises de haute tension du projet Caleta. Le projet avance à grands pas avec l'installation des pylônes électriques. L'Almami Samori Touré, l'empereur de Wassoulou, vient d'être immortalisé par le gouvernement gabonais. C'est à la faveur du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 9 janvier 2014. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin à l'audience un groupe indien, WAPCOS. Ce groupe est spécialisé dans le montage des projets d'irrigation. WAPCOS compte investir en Guinée plus de 200 millions de dollars. Voici le compte rendu signé de Sanassi Keita et Doudou Traoré. Les discussions entre le président de la République et le président directeur général du groupe indien WAPCOS gravitent autour du soutien de la Guinée dans le secteur de l'agriculture. En première ligne, l'irrigation. Le but de la visite était de discuter sur le projet d'irrigation. Et nous avons déjà en parlé avec le département, donc nous avons, n'est-ce pas, à détecter, n'est-ce pas, les lieux que l'irrigation est possible pour aider la Guinée dans le système d'agriculture. Pour le ministre de l'Agriculture, l'irrigation est un élément très important dans la politique agricole du chef de l'État. Nous sommes en train de monter un projet dans ce sens avec l'appui du gouvernement indien. Et c'est le groupe WAPCOS qui est sous tutelle du gouvernement qui est en train de monter ce projet. Il y a déjà eu des missions de terrain qui ont réalisé un rapport. Et donc c'est une visite très importante. Et pour avoir les dernières informations, les dernières instructions du président afin de finaliser les études de ce projet. Et lorsque nous aurons tout ça, le gouvernement guinéen va faire une nouvelle requête et dans 6 mois, le groupe nous promet de requérir le financement auprès du gouvernement indien pour la mise en œuvre du projet. Le groupe WAPCOS, soutenu par le gouvernement indien, est résolument engagé à accompagner le président de la République dans sa politique de mécanisation de l'agriculture guinéenne. Aujourd'hui, en pleine mutation. 200 millions de dollars, donc, c'est le montant que le groupe indien WAPCOS entend investir dans le secteur agricole. Il compte aussi mettre en place une chaîne de production et de transformation des fruits présente dans 30 pays africains. Le groupe WAPCOS a rencontré le ministre de l'Agriculture pour lui présenter son rapport d'étude de faisabilité. Le point avec Mamadou Alphabali. Les régions de Kankan et Farana font partie des moins pluvieuses du pays. Cette réalité constitue l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, notamment en matière d'irrigation des sols. Le ministère en charge de l'agriculture, en collaboration avec une société indienne, WAPCOS, spécialisée dans ce domaine, tente d'améliorer les conditions agricoles dans ces régions. Un projet d'irrigation et de production agricole à hauteur de 200 millions de dollars devrait bientôt voir le jour. On compte démarrer le projet dans 6 mois. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour faire les derniers réglages avec le gouvernement guinéen. On va non seulement irriguer, mais aussi participer activement à la production agricole, que ce soit le riz, le maïs ou les autres fruits. Vous savez, la Guinée et l'Inde sont des pays amis depuis très longtemps. WAPCOS compte aussi créer des conditions de transformation de fruits sur place, ce qui pourrait contribuer à éviter le gaspillage de plusieurs tonnes de fruits jetés chaque année faute de moyens de transformation. Ils sont là pour nous présenter le rapport final des études de faisabilité. Donc le gouvernement guinéen va examiner ce rapport. Si nous avons des amendements ou des observations à faire, nous le ferons. Et nous enverrons une dernière requête. C'est cette requête qui permettra maintenant au groupe de soumettre au gouvernement indien pour le financement. La durée d'exécution du projet est estimée à 4 ans. Ce projet d'irrigation et de développement agricole s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la sécurité alimentaire en Guinée.
Dans l'actualité encore, le centre mère et enfants de Koronti sera bientôt inauguré. Les travaux de construction sont presque achevés. Ce jeudi, la première dame de la République, Aya Yenekonde, est allée visiter le chantier. Au terme de cette visite, la première dame s'est entretenue avec l'initiateur de ce projet, Bernard Kouchner, ancien ministre français. Suivez le compte-rendu signé de Aya Adama Magasuba. L'objet de cette visite de la première dame de la République à Koronti est de s'enquérir de l'état d'avancement du chantier qui est réalisé à 95% aujourd'hui. C'est un bâtiment prévu R+3 dont le rez-de-chaussée, le premier et le second niveau sont actuellement en finition. Un souterrain de 400 m² est déjà achevé. C'est pas fini, vous avez vu, donc il faut attendre encore quelques semaines, mais je crois qu'avant la fin février, ce sera vraiment terminé. Pour mettre le matériel de l'hôpital, il faut attendre que les travaux soient terminés, la peinture, etc. Et la première dame va s'installer, une partie de son activité, de son association, pour la protection maternelle et infantile, va s'installer ici. Et puis, il y a une pièce, vous l'avez peut-être visitée, où on peut faire, l'UNICEF va être là aussi, et il y aura une pièce pour recevoir les femmes, faire des réunions de femmes pour le planning familial, pour la réparation des mutilations sexuelles, etc. Et la première dame a voulu témoigner de l'intérêt qu'elle prend au milieu du quartier de Koronti. Il faut montrer que les choses changent. Le bâtiment qui a pris une certaine allure s'impose déjà dans ce quartier populaire de Kaloma. Le centre médico-chirurgical femmes et enfants de Koronti, qui sera inauguré en fin février, selon l'initiateur, a prévu des bureaux pour la fondation Prosmi, qui est beaucoup impliquée dans la problématique de la santé maternelle et infantile en Guinée. Je suis là pour remercier Monsieur le ministre Kouchner pour son amitié et son soutien à la Guinée. Ce magnifique bâtiment va être inauguré bientôt. La Fondation pour la promotion maternelle et infantile a donc des bureaux ici pour aider la population sur le planning familial, la nutrition, les mutilations génitales féminines. Donc nous allons ici, il y a la directrice du centre qui est Madame Bangouva. Nous allons nous donner la main pour enfin aider les femmes pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée. C'est un bâtiment qui comprend entre autres un laboratoire de référence en biologie, en bactériologie, en sérologie, des salles de consultation pédiatrique, gynécologique, obstétrique, échographie, des bureaux, une vestiaire, une buanderie, des salles d'accueil, une pharmacie, un magasin de réserve de médicaments au premier niveau. Et au second niveau, les salles d'hospitalisation, un bloc opératoire, une salle de stérilisation, une salle de réveil, un bureau de la sage-femme maîtresse, une salle de travail des femmes enceintes, une salle d'accouchement. Cet autre bijou vient s'ajouter à une liste d'établissements sanitaires déjà réalisés en Guinée pour le bien-être des populations guinéennes. La loge prévue pour la Fondation Prosmi viendra ainsi appuyer les efforts de la première dame de la République qui s'investit pour la santé maternelle et infantile en République de Guinée. Je vous le disais en titre, les travaux de construction du barrage hydroénergétique de Kaleta avancent à grands pas. Les emprises de la ligne de transport de l'énergie tirent à sa fin. Les opérations de déguerpissement également ont débuté cette semaine entre les postes de transformation de Manéa et Tombo. Suivez le constat de Nabi Kamara, notre reporter. La direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta joint la parole à l'acte. Depuis ce lundi 6 janvier 2014, les travaux de déguerpissement de l'emprise de la ligne haute tension ont débuté. Du poste de transformation de Mania à Tombo, en passant par Matote et Hamdanlai, tous les occupants illégaux doivent quitter pour faciliter l'implantation des poteaux électriques par CWE, cette société chinoise qui construit le barrage de Kaleta. Cette ligne dont il est question, la réalisation doit se terminer avant la mise en service de Kaleta. Elle doit être testée 2 mois avant que l'énergie de Kaleta n'arrive pour s'assurer qu'elle peut assurer le transport de l'énergie. Le gouvernement a l'obligation de satisfaire sa population et ces travaux que nous sommes en train de faire, ces activités de démolition sont dans ce cadre. Sur le terrain, tout a bien commencé.
aucune réticence de la part des occupants, encore moins des autorités locales, n'a été constatée. Chacun est prêt à collaborer avec la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta pour qu'enfin notre pays, particulièrement la capitale, ait le courant électrique. Si aujourd'hui on est en train de faire les travaux là, de la plus grande quiétude, c'est parce qu'on avait pris le devant en sensibilisant. Je voudrais dire aux autres communes, c'est de chercher à sensibiliser les gens, voire libérer pour ne pas que le projet retarde. Le projet Caleta, nous savons que le projet Caleta doit nous donner le courant. Raison pour laquelle mais ce travail ne sera possible que quand il faut dégager la ligne de transport de l'énergie. C'est pour cette raison que nous avons sensibilisé tout le monde à libérer cette ligne. Déjà, la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta a commencé l'installation des poteaux, comme pour dire qu'elle n'attend que l'emprise soit complètement dégagée pour continuer le reste du travail afin d'être au rendez-vous du 31 mai 2015, date retenue pour le lancement de la première turbine du barrage de Caleta. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Justice, l'agent judiciaire de l'État fait un éclairage sur le verdict rendu par le tribunal de première instance de Conakry suite au contentieux qui oppose le patrimoine bâti public à Madame Aïssata Conté autour d'un immeuble situé au quartier Madina. Ce procès alimente les débats à Conakry. Maître Grouissi So apporte des précisions au micro de notre reporter Fernand Kourouma. Ce dossier date de 1989. À l'époque, Suleiman Conté, alors directeur général de la société d'État Batiport, est accusé de détournement de deniers publics. Il est condamné à 4 ans de prison et ses biens sont confisqués. C'est dans ce contexte qu'un immeuble situé au quartier Madina est mis au compte de l'État. Mais il a fallu attendre 2 décennies pour que le jugement numéro 265 du tribunal civil de Mafanko reconnaisse Aïssata Conté comme propriétaire du domaine. Aujourd'hui, un bras de fer judiciaire oppose la famille Conté à Moustapha Naïté, directeur général du patrimoine bâti public. M. Moustapha Naïté, directeur du patrimoine, est en charge de défendre les intérêts de l'État, n'a pas été mis devant le fait pour dire que c'est les États-là, parce que même quand on confisque un bien, on l'amène. Il faut une procédure pour enlever ce bien-là aussi, pour le retourner à la base. Cette procédure n'est pas faite encore. Donc il est obligé de défendre encore jusqu'à présent ces biens. Le fait de défendre ces biens-là, on assimile ça pour eux à un abus d'autorité ou une rébellion. Peu importe. Mais moi, agent judiciaire d'État, à partir du moment où on a condamné partie civile, je suis obligé de dire non. Parce que s'il a agi, on dit qu'il a agi au nom de l'État. Et si on devait le condamner, on devait le condamner par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'État. C'était moi qui ne devais pas le procasser, pas lui civilement. Même si l'agent judiciaire de l'État reconnaît l'avancée de l'État de droit en Guinée, il compte faire une opposition au verdict rendu. L'État va faire opposition à ce jugement-là. Conséquence, quand on fait opposition à un jugement, ça signifie que le jugement n'est pas valable jusqu'à ce qu'on réexamine. C'est le principe. Ce dossier vient relancer une fois encore le débat sur l'occupation des domaines de l'État. La précision de Maître Grouissi So, agent judiciaire de l'État, c'est un dossier à suivre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné un point de presse à Conakry. Bailo Telouel Diallo a passé en revue les actions réalisées par son département au cours de l'année écoulée, l'élaboration d'un document de stratégie de la politique de développement des institutions d'enseignement supérieur figure au nombre des projets exécutés. Francis Collier était de la partie. Ce point de presse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour expliquer les activités de 2013. Parmi ces activités, notons essentiellement l'évaluation des institutions d'enseignement supérieur, l'amélioration de la gouvernance et la création des conseils d'administration dans chaque institution. Toutes choses qui évitent que le département soit directement impliqué dans la gestion des institutions d'enseignement. Aucun n'est représenté dans le conseil d'administration. Cela met le ministère en position de supervision du conseil d'administration. Les dispositions du décret donnent une plus grande autonomie aux institutions et par conséquent une plus grande responsabilité aux organes des institutions.
La mise en œuvre du document de stratégie et la création de 5 universités d'excellence restent des défis à relever pour les années à venir. Sur le plan de la coopération, il y a eu plusieurs contacts parmi lesquels on note l'Institut de recherche pour le développement, l'Université d'agriculture de Chine. Cette coopération entre l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana et l'Université d'agriculture de Chine permettra à la Guinée de devenir un pôle de développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité encore, les Guinéens rapatriés de la Centrafrique sont arrivés à Conakry. Ils sont au nombre de 39. C'est le ministre délégué des Guinéens de l'étranger qui les a accueillis à l'aéroport de Conakry. De nombreux ressortissants guinéens sont encore à Bangui. La question préoccupe le gouvernement guinéen. Yayassi, la reportage. Ils sont au nombre de 39 Guinéens en provenance de Centrafrique via Sénégal. Ils ont été pris en charge par le gouvernement guinéen avec la collaboration de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. L'OIM nous a fait savoir qu'il y a un nombre très important de l'autre côté et qu'il y a 58 étrangers qu'ils doivent prendre en charge pour les rapatrier, et quel que soit le nombre de Guinéens qui vont les accompagner jusqu'à la République de Guinée. Et sur le lot de premiers volontaires, ils ont fait partie de 39 personnes et par le Sénégal, les Sénégalais, ils sont arrivés à Dakar et de Dakar, le gouvernement a dépêché notre ambassade de Guinée à Dakar pour payer le transport de 3 véhicules qui ont mené ici 27 et non 39. Les 12 ont préféré rester à Dakar. Plus de 600 Guinéens ont été répertoriés en Centrafrique. Ils seraient prêts à rentrer si les situations ne s'améliorent pas. Même s'il y a un seul Guinéen, c'est notre préoccupation. Il faudrait qu'on l'aide à revenir au pays, parce que n'est-ce pas difficile. Donc soyez rassurés encore une fois de notre soutien. Et peut-être ça, vous le verrez dans les jours à venir. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui aimeraient s'installer chez eux, il faudrait le dire pour qu'on vous aide à rentrer. Je crois que c'est ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas de famille ici, il faudrait qu'eux aussi le disent. Madame le ministre est là, c'est elle qui est chargée de Guinée le. Le gouvernement a mis en place un moyen permanent d'accueil et d'accompagnement. Santé, l'insuffisance rénale chronique est une maladie qui affecte les reins. Aucune couche de la société n'est épargnée. La maladie prend une proportion inquiétante en Guinée, d'où la nécessité de créer des centres régionaux de prise en charge. Pour l'instant, l'unique centre national d'hémodialyse d'un cas n'est pas en mesure de faire face au nombre pléthorique des malades. Sori de Kera signe ce reportage. L'insuffisance rénale est une maladie chronique qui résulte de la complication d'autres pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, la drépanocytose ou encore l'intoxication médicamenteuse. À ce jour, le seul traitement disponible est la dialyse ou le rein artificiel. L'unique centre de prise en charge de la Guinée compte aujourd'hui plus de 60 patients pour 10 générateurs de dialyse. La fréquence augmente partout, donc il faudrait qu'on arrive à prendre en charge le maximum de patients et proposer d'autres alternatives de traitement, notamment la transplantation, la dialyse péritonéale. Mais pour le moment, un seul centre public pour 11 millions d'habitants, c'est vraiment insuffisant. Et ce centre, on est débordé, on est obligé de parfois de travailler la nuit. Et il faut faire une extension de ce centre, passer de 10 postes à 20, comme ça on aurait atteint 120 patients. Et puis voir dans les 2 grandes communes de Conakry, penser à faire au moins 2 centres de 5 postes chacun et ne pas oublier les grandes villes de l'intérieur du pays. En dépit de ces contraintes, le Centre national d'hémodialyse a réalisé en 2013 plusieurs performances. Plus de 4497 séances d'hémodialyse ont été effectuées. La performance est due à l'octroi d'équipements et de consommables par le gouvernement de la Troisième République. C'est la première fois qu'une telle attention est portée à l'association des hémodialysés et transplantés de Guinée. Le Centre national d'hémodialyse a bénéficié de 10 générateurs et d'un traitement d'eau neuf grâce à la coopération guinéo-japonaise. Un fournisseur agréé s'occupe désormais de l'approvisionnement du centre d'hémodialyse en consommables et produits pharmaceutiques. Grâce à ces efforts de son Excellence le Président de la République, de l'Excellence Monsieur le Président et le Premier ministre,
le centre a retrouvé son autonomie. La dialyse est un traitement à vie. Elle exige 8 séances par mois et par patient. Le coût moyen d'une séance est estimé de nos jours à 1 million de francs guinéens, essentiellement supporté par l'État. La tranche d'âge des patients admis au centre varie de 11 à 70 ans. À l'occasion de son 53e anniversaire de son indépendance, le gouvernement gabonais a inauguré une buste pour immortaliser l'empereur de Ouassoulo, Samori Touré, qui a passé ces derniers jours sur l'île de Yolé au Gabon, une île qui porte désormais son nom. Safiatou Kondé commente ces images. C'est en accord avec le gouvernement gabonais que l'État guinéen a fait fabriquer un buste de l'empereur de Ouassoulo, Almami Samori Touré. À l'occasion des festivités du 53e anniversaire du Gabon, ce buste de l'empereur de Ouassoulo a été inauguré sur l'île de Dioré, une île qui porte désormais le nom d'Almami Samori Touré. Dioré est l'île où a été déporté l'empereur guinéen. L'Almami Samori Touré, illustre résistant à la colonisation française dans la deuxième moitié du 19e siècle, Samori Touré, 2 années de captivité. 113 ans après sa mort, l'histoire, la grande histoire de Samori Touré se conjugue toujours au présent de l'éducatif. L'adhésion des autorités gabonaises à la valorisation de cet important pan de notre histoire, l'enthousiasme des ressortissants guinéens ainsi que les marques d'attention à l'endroit de la délégation guinéenne témoignent des relations d'amitié et de fraternité qui unissent le président professeur Alpha Condé et Ali Bongo Ondimba. Monsieur le gouverneur de la province du Moine-Goué, mesdames et messieurs, encore un grand qualifié. Monsieur le Premier ministre, au moment où la communauté gabonaise et guinéenne commémore l'immortalité d'Almami Samori Touré, déporté sur la ville de Dioré, où il est décédé en 1900 sur cette île qui porte à jamais son nom. Icône opposée à la domination coloniale en Afrique. Conakry et Libreville ensemble rapportent la lutte du héros africain contre la pénétration étrangère en Afrique de l'Ouest. Cette île, dans la province de Logoué, se fera désormais appeler l'île Samori Touré. La problématique de l'emploi en Guinée, certains jeunes parviennent à se tirer d'affaires. C'est le cas de l'Association pour le développement communautaire et agropastoral, ADECAP. Cette organisation s'implique dans les actions agricoles. En 2013, elle a réalisé 15 hectares de plaine de riz à Kouankan, dans la préfecture de Massanta. C'est un exemple à suivre, comme l'indique ce reportage de Fassili Traoré. Cette année, l'ADECAP a réalisé 15 hectares à Kouankan dans la préfecture de Macenta. L'Association pour le développement communautaire et agropastoral ADECAP s'investit pour développer l'agriculture en Guinée. Ici, nous sommes en train de montrer à travers ces résultats-là que la jeunesse guinéenne peut bien se débrouiller tout seul à travers l'appui technique et institutionnel de l'État et des institutions. À travers cette action, les membres de l'ADECAP s'engagent à jouer leur rôle pour aider le pays à assurer la sécurité alimentaire. Parler de sécurité alimentaire, c'est parler de sécurité semencière. Dans cette optique, nous ne ferons qu'encourager nos jeunes et les inviter à redoubler d'efforts. Cette association a réalisé au total 311 hectares de riz à Beila et à Massanta entre 2010 et 2011. Et puis, la direction générale de la RTG a décerné des prix à certains journalistes pour le mois de décembre 2013. Ali Akama reçoit le prix du meilleur présentateur du journal et Tierno Ousmane Diallo le prix du meilleur reporter. Ils ont été élus au cours du conseil de rédaction de ce jeudi. Reportage Fatoumata Kourma, Moussa Bangora. Avec 18 reportages effectués pendant le mois de décembre, le jeune stagiaire Tierno Ousmane Diallo remporte le 7e prix Papa Salès Camara. Après une délibération suite au vote, il remporte pour la seconde fois la majorité des voix. C'est un prix à faire davantage et à servir le public, les téléspectateurs. Et je suis très heureux que ce soit mes confrères qui reconnaissent ce mérite en moi. J'avoue que c'est un prix
qui va me booster, qui va me pousser à faire davantage, à m'investir. Quant au prix du meilleur présentateur, il a été décerné à Alia Kamara pour saluer son dynamisme à l'écran. Je suis heureux et cela me dit qu'il faut encore que je travaille davantage pour être meilleur à ce que je suis aujourd'hui. La présentation, c'est quelque chose de très passionnant. L'initiative est vivement appréciée par la direction générale qui encourage les autres à faire de même. C'est une très bonne démarche de travailler à privilégier l'excellence, de travailler à privilégier le talent et la compétence. Je ne respecte et je ne respecterai que la compétence. Le directeur de la télévision a également encouragé l'initiative et annonce des mesures contre les journalistes inactifs. Il y a certains qui n'ont jamais leur travail. Ils sont donc sur la liste de la RTG, mais depuis 6 mois que nous faisons cette fiche, ils n'ont produit aucun reportage. Je lance donc un dernier appel à tous les reporters, puisqu'ils sont évalués par moi, de venir faire le travail pour lequel ils sont payés par la nation guinéenne. A rappeler qu'une soirée des Oscars est prévue le 18 janvier prochain. La RTG Coloma veut récompenser ses meilleurs travailleurs durant l'année 2013. Dans le même registre, la direction générale de la RTG Coloma, au cours de l'année écoulée, a engagé de plusieurs réformes pour permettre à l'institution d'être compétitif sur le plan international. Nous vous proposons un extrait de l'invité de la rédaction, Yamoussa Sidibé, au micro de Aïcha Yallo, notre reporter. La première chose qui nous a frappé, c'est le manque de climatisation. Il était presque impossible de rester plus de 5 secondes dans un bureau ou dans un studio. Et grâce au soutien du chef de l'État, au soutien direct du chef de l'État, nous avons pu rétablir en 2 jours la climatisation centrale. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est la climatisation centrale qui permet aujourd'hui aux travailleurs de la RTG de travailler dans de bonnes conditions. La deuxième chose que nous avons remarqué à notre arrivée, c'est la situation au niveau de la technique. Nous vivions une situation hybride. C'est-à-dire que nous avions des caméras analogiques, on sort, on tourne avec des cassettes, on arrive dans les VTR, dans les studios de montage, le montage se fait parfois en numérique, parfois en analogie, mais à la sortie, c'est toujours à Dana, c'est-à-dire que même le montage qui est fait sur les ordinateurs sont récupérés, le sujet est récupéré sur une bande magnétique, donc on vient avec la cassette visible à la régie pour la diffusion. Donc le travail ne collait pas avec cette ère du 3e siècle, l'ère de la communication, c'est-à-dire que le rendement était assez lent. Le rendement était lent et la situation jouait sur la qualité du son et la qualité de l'image qu'on proposait aux téléspectateurs. Parce que, en fait, si nous optons pour le numérique, il faut aller entièrement pour le numérique. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, j'espère bien. Mais déjà, quand nous sommes arrivés, nous avons fait en sorte que des ordinateurs qui existaient dans une cellule qu'on appelle ici cellule virtuelle, nous avons déplacé ces ordinateurs pour les amener au VTR. Donc le montage des journaux, le montage de certains programmes se faisait désormais en numérique. La seule chose qui nous était difficile, c'était de renvoyer ces images-là directement, c'est-à-dire la mise en réseau de toute la structure de montage et d'exploitation, envoyer directement les images au niveau de la régie pour la diffusion. Ça, on n'avait pas les moyens de le faire, mais au niveau du montage, on s'est arrangé pour que tout le montage soit fait avec les ordinateurs. Donc voilà une situation technique que nous avons trouvée, et avec les moyens de bord, nous avons plus ou moins réussi à atténuer le poids de la chose et proposer une meilleure qualité d'image et de son aux téléspectateurs. Vous suivrez l'intégralité après la page publicitaire. La cybercriminalité, un phénomène qui prend de l'ampleur. De nombreux usagers de l'Internet sont victimes d'attaques, mais certains internautes ont trouvé des moyens pour se mettre à l'abri de ce fléau. Mamadou Saliouba et Ablé Diallo expliquent. Tidjane Diallo est un féru de l'Internet. Chaque jour, il se connecte à la toile pour s'informer, mais aussi pour envoyer des messages électroniques à ses parents et amis. Mais depuis un certain temps, Tidjane reçoit des messages anonymes dans sa boîte. Elle profile sur Internet, sur les réseaux sociaux. Elle a tout fait. Moi aussi, j'étais malin. J'ai
j'ai contourné, j'ai moi-même pu connaître la personne, ce qui a fait que l'intéressé m'avait demandé 500 €. Au début, j'étais prêt à l'envoyer, mais j'ai fait des recherches préalables d'abord pour envoyer de l'argent, mais heureusement pour moi, j'ai eu la chance de me rendre compte que c'était une Ivoirienne qui voulait essayer de m'arnaquer en se disant qu'elle était française, ce qui a fait que je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai été malin et en fin de compte, elle a cessé de me contacter, la femme. À l'image de ce jeune, beaucoup d'autres internautes ont été victimes d'escroqueries sur leur adresse email, mais aussi sur leur page Facebook. Au début, c'est des messages que je reçois dans ma boîte, me disant qu'on cherche un assistant d'une grande société au Canada. On m'envoie une liste de pièces à fournir. Sur Facebook, tu peux recevoir un lien comme message ou bien comme une notification. Si tu essayes de voir le lien là, voilà, tu tombes dans le piège. La cybercriminalité est un phénomène mondial qui se manifeste par des messages anonymes proposant des partenariats d'affaires, le transfert ou le retrait de fonds. Certains internautes disposent des moyens pour contrecarrer ces pratiques. Je pense toujours, moi aussi, je place les mêmes arguments qu'eux, parce que déjà je me rends compte que c'est des arnaqueurs, parce que quelqu'un ne peut pas, toi tu ne peux pas rester en Guinée ici, tu n'es pas directeur ni rien, on te dit que tu es assistant des directions d'un grand, tu es assistant du PDG d'une grande société aux États-Unis ou au Canada, c'est pas possible. Outre la cybercriminalité, les internautes sont souvent victimes de désagréments avec l'usage des clés USB et autres supports amovibles mal entretenus. Il s'appelle Souma Kaye, il est photographe depuis 30 ans et ce professionnel aguerri sillonne les préfectures et départements ministériels pour prendre les meilleures photos. L'homme se fait remarquer par la qualité des images qu'il rapporte au bureau de presse de la primature. Adi Kamara dresse le portrait de son reporter. Elhadji Souma Kaye excelle dans la photographie malgré le nombre important de photographes à travers le pays. Dans l'art de la photographie, Souma Kaye semble avoir devant lui une vie toute tracée. Depuis 30 ans, je suis dans ce métier. Ma profession, j'étais chauffeur. Il y avait un monsieur qui était à Bessia Centre Moussa, qui était un photographe. Il partait souvent chez nous pour faire les photos. Donc moi aussi, j'ai décidé de faire la photo. Donc j'ai parti voir le monsieur là, Moussa, Gaspard. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux m'aider à faire des photos? Lui il dit, si vous voulez faire des photos, je peux te faire des photos. Toujours son appareil photographique en bandoulière comme un fusil de chasse, Souma Kaye s'est arrangé et négocié avec les clients et reconnaît que cette profession lui a tout donné, surtout en termes de prestige et de considération. J'ai fait beaucoup de choses dans ce métier. J'ai photographié les chefs de l'État passant et maintenant le chef de l'État actuel. J'ai photographié beaucoup de ministres, beaucoup d'ambassadeurs. Donc il y a beaucoup de connaissances. Donc j'ai beaucoup fait dans ce métier. J'ai marié 2 femmes dans ce métier. J'ai fait des enfants, je suis construit dans ce métier. J'ai fait beaucoup quand même dans ce métier. À travers la photographie, Souma Kaye a découvert les 33 préfectures du pays, les ambassades et autres institutions internationales accréditées en Guinée, sans oublier certains pays voisins. Et puis le journaliste Amadou Tam Kamara a été élu président de la Maison de la Presse en Guinée. C'était au cours d'une assemblée générale. Il remplace ainsi Boubacar Yassine Diallo. Culture, la maison de production Lorombo organise une tournée de sensibilisation sur la paix et la réconciliation nationale. Une tournée qui sera animée par l'artiste Singleton et le groupe Frankie Slag. Les villes de Farana, Kissidougou, Massanta et Zérékouré sont concernées par cet événement culturel. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.